Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux. Alors, ici Lutin, aujourd'hui avec Citadel, un grand classique des jeux de société dans du vieux du neuf. Effectivement, on va parler de ce jeu qui est sorti en l'an 2000 et ensuite on verra le sociofinancement. C'est parti! Alors avec Citadel, effectivement, si vous ne connaissez pas le jeu, vous n'allez pas être dépaysé. Un jeu dans lequel on va essayer de construire une cité avec des cartes qui sont des quartiers et une fois que quelqu'un aura mis ses 8 quartiers, on arrête le jeu, on finit le tour et on compte les points. Du classique, vous me direz, eh bien oui, sauf qu'il y a une petite particularité. À chaque tour de jeu, on va avoir un rôle qui va embêter les autres, effectivement. Donc, on va voir ça tout de suite dans ce jeu qui se joue de 4 à 7 joueurs dans la version de base. Moi, dans ma 3e édition, j'ai une extension. Je ne sais pas si c'était le cas dans la 2e édition déjà. Une extension avec des rôles supplémentaires. Donc, je peux jouer de 4 à 8 joueurs. Mais également, il y a une règle pour jouer à 2 joueurs. Je la trouve pas fabuleuse parce que vous allez endosser 2 rôles en même temps. Et il y a une règle également pour jouer à 3. Bon, c'est pour la distribution de rôles, c'est un petit peu différent. Bon, je vous avoue tout de suite, c'est à partir de 4 joueurs que ça devient vraiment très intéressant. Et justement, si vous pouvez jouer jusqu'à 8, ça met une très bonne ambiance autour de la table. Un très bon jeu en famille ou entre amis quand vous êtes jusqu'à 8. Donc, la mise en place que j'ai fait, effectivement, est une mise en place pour 8 joueurs. Donc, 8 joueurs, on se retrouve avec chacun 4 cartes, 2 pièces, une petite aide de jeu qui répertorie les rôles de chacun, effectivement. Une carte pour définir le premier joueur qui aura la lourde tâche de distribuer les rôles au début. Donc effectivement, on va voir ça, on va mettre de côté 2 rôles et ensuite on pourra choisir son rôle chacun son tour. Donc on va regarder ça tout à l'heure, mais d'abord je vais vous montrer un petit peu les cartes, le principe de base. Donc, vous voyez que dans mes cartes, j'ai des cartes qui représentent des quartiers. Chaque quartier a un coût de construction, comme vous le voyez. Alors, ce n'est pas que un coût de construction, c'est également ce qui va, à la fin, compter pour faire les points pour votre fin de partie. Effectivement, si vous avez fait vos 8 objectifs, vos 8 quartiers pour finir votre ville, eh bien, vous aurez un bonus. Vous aurez un bonus de, alors attendez, je regarde, 2 points si vous avez vos 8 quartiers en fin de partie. Le premier joueur qui aura fini son 8e quartier, lui, il aura 4 points. Mais également, vous voyez qu'il y a des couleurs. Alors effectivement, il y a des couleurs parce que le rouge, ce sont des quartiers militaires, le jaune, ce sont des quartiers de nobles, le bleu, ce sont des quartiers religieux, il y a également du vert, ce sont les quartiers marchands, et les cartes violettes, ce sont des merveilles. Donc également pour le décompte des points, si vous avez toutes les couleurs parmi vos quartiers en fin de partie, vous allez également gagner, alors attendez, je regarde, 3 points, je ne me rappelais plus du décompte des points. Donc 3 points si vous avez toutes les couleurs dans vos quartiers, 4 points si vous êtes le premier à avoir fait les 8 quartiers, 2 points si vous avez les 8 quartiers, et également on compte les points, voilà, les pièces sur chaque carte. Voilà, ce sera votre décompte final. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est que les merveilles sont un peu particulières. Donc je vais vous lire celle-ci par exemple. À chaque merveille a un pouvoir spécial. Celle-ci, pour le décompte final des points, la cour des miracles est considérée comme un quartier de la couleur de votre choix. Donc vous comprenez très bien que à la fin du jeu, si vous n'avez pas réussi à avoir toutes les couleurs, celle-là elle peut être super intéressante pour remplacer cette carte par une autre couleur. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? Attendez, j'en sors. Voilà, celle-ci par exemple qui coûte 6 points, enfin 6 pièces pour la construction, par contre, elle comptera à la fin pour 8 pièces dans le décompte des points. Voilà, donc les merveilles sont hyper intéressantes, permettent d'agrémenter un petit peu le jeu et la construction. Donc effectivement, quand ce sera mon tour de jeu, on verra tout à l'heure qu'est-ce qui définit quand c'est votre tour, avec les rôles, mais quand ce sera mon tour de jeu, eh bien tout simplement, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais choisir de prendre 2 pièces et d'ensuite jouer une carte que je paierai. Tout simplement. Alors je paye, voilà, c'est une carte prison, un quartier militaire, 2 pièces, je viens de m'acquitter de mes 2 pièces. Mais plutôt que de prendre des pièces, je pourrais choisir également de prendre dans la pioche 2 cartes, d'en choisir une.
de la garder, et l'autre, je la défausse. Et ensuite, je joue mon tour de la même manière. Je peux construire un quartier. Voilà, j'acquitte le coût du quartier. On ne construit qu'un seul quartier à son tour, sauf un rôle particulier, on en parlera tout à l'heure. Et oui, effectivement, avec les rôles. Parce que là, c'est à mon tour. Mais qu'est-ce qui définit, effectivement, que c'est à votre tour? Eh bien, dans ce jeu, on ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Effectivement, on a un rôle, et c'est ça qui va définir votre tour. Alors, dans la petite tête de jeu, effectivement, on a le récapitulatif des 8 rôles du jeu. Et effectivement, on va appeler ces rôles chacun leur tour. Donc on va débuter par l'assassin. Alors l'assassin, qui a un rôle un peu particulier, car lui, il peut décider, lorsqu'on l'appelle, de choisir un autre personnage et de le tuer. Donc par exemple, je décide, je tue le roi. Ouh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il y a également en deuxième position, le deuxième joueur qui jouera, ce sera le voleur qui peut voler le trésor du personnage de son choix. Alors il peut voler, forcément, il ne peut pas voler l'assassin parce que l'assassin aura joué avant. Et que cet effet de vol débutera autour du personnage volé. Donc je peux choisir, bon bah et voilà, l'assassin vient de dire qu'il va tuer le roi, donc ça n'a aucun intérêt à ce que je vole le roi. Peut-être que je vais voler l'évêque, peut-être. Et oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rôle? Il y a le magicien qui peut échanger la totalité de ses cartes avec le joueur de son choix, ou échanger des cartes de sa main contre le même nombre de cartes de la pioche. Alors assez intéressant parce que vous avez vu, on n'a pas beaucoup de cartes dans votre main. Si vous n'avez plus de cartes parce que vous avez tout joué, parce qu'à force de vos tours, eh bien, effectivement, vous prenez de l'argent, vous ne récupérez pas des cartes, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec une main qui est vide, et malgré tout, eh bien, vous allez voler les cartes de quelqu'un d'autre, vous allez échanger votre main vide avec la main de quelqu'un d'autre. Le quatrième rôle est le roi. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez effectivement que son numéro, son chiffre, a une couleur. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait des quartiers nobles, des quartiers jaunes. Eh bien, effectivement, pour tout quartier noble qui est posé dans votre ville, vous recevrez une pièce d'or supplémentaire. De plus, le roi prendra la carte couronne et choisira en premier, du coup, son rôle au prochain tour. On garde le même esprit avec l'évêque ensuite. L'évêque qui, effectivement, pour chaque quartier religieux, vous rapportera une pièce, mais également, l'évêque ne peut pas être attaqué par un personnage que l'on verra à la fin, qui s'appelle le condottiere. Le sixième rôle, le marchand. Oui, les quartiers commerçants, les quartiers verts, effectivement, le marchand récupérera une pièce d'or pour chaque quartier vert, mais également, le marchand, quoi qu'il fasse, récupérera une pièce d'or au début de son tour. Voilà, début de tour, il récupère une pièce d'or. Il n'est pas obligé de piocher 2 pièces. Il peut récupérer une pièce d'or et soit piocher 2 pièces, soit prendre une carte parmi les deux qu'il va tirer. Le septième rôle est extrêmement puissant, c'est l'architecte. Alors l'architecte pioche toujours 2 cartes quartier, mais en plus, il peut bâtir jusqu'à 3 quartiers, ce qui est hyper intéressant si vous voulez accélérer la partie à la fin parce que vous pensez que vous avez le maximum de points. Très très puissant, car je vous rappelle, vous ne pouvez construire qu'un quartier à la fois, une fois que c'est votre tour. Et le dernier rôle qui est vraiment là pour embêter tout le monde, le condottiere. Alors le condottiere, vous le voyez, effectivement, c'est une carte militaire. Donc chaque quartier soldatesque, chaque quartier militaire qu'il possède lui rapporte une pièce d'or. Mais également, le condottiere détruit des quartiers. Oui, il peut détruire un quartier de son choix en payant à la banque le coût de construction du quartier -1. Donc par exemple, moi j'avais construit un quartier qui coûtait une seule pièce, et bien le condottiere peut gratuitement me détruire ce quartier. Si j'avais construit un quartier à 2 pièces, pour une pièce, le condottiere me l'aurait détruit, et ainsi de suite. Vous avez très bien compris le principe du jeu. Donc comment ça se passe? Eh bien le joueur qui a la couronne va remuer les rôles, va en tirer 2 au sort qui vont être présentés à tout le monde. Ces 2 rôles ne seront pas dans le paquet restant. Celui qui a la couronne, du coup, prend les cartes restantes, va choisir son rôle, le met de côté et passe à son voisin. Et ainsi de suite. Chacun va choisir un rôle. On retire les cartes et on va appeler dans l'ordre. Donc, on va appeler en premier lieu l'assassin. Ce sera celui qui commencera le jeu. S'il y a quelqu'un qui a la carte assassin, donc moi c'est ce que j'ai pris, hein,
l'assassin va commencer la partie. Donc l'assassin choisit de tuer un personnage. Bon bah moi je vais choisir de tuer. J'ai pas fait attention d'ailleurs, je vous parlais là. Je vais pas tuer le roi parce qu'il était là. Je crois qu'il y avait l'évêque ou le magicien également. Eh bien je vais décider de tuer le marchand par exemple. Donc maintenant je vais jouer. Si le marchand tout à l'heure est appelé, eh bien il passera son tour, il ne jouera pas, tout simplement. Donc je joue mon tour. Voilà, j'ai décidé de tuer le marchand. Je récupère 2 pièces, je ne pioche pas. Je pose un quartier et je paye pour mes 2 pièces. Et ainsi de suite. On va, alors je regarde vite fait, voilà. On va appeler ensuite les rôles dans l'ordre. Donc on va appeler le voleur qui va choisir qui il va voler et il va jouer ensuite le magicien et ainsi de suite. On va suivre la liste. Tout le monde va être appelé. Parfois, effectivement, vous avez compris, vous êtes assassiné, vous ne pourrez pas jouer. Parfois, à votre tour, eh bien, c'est votre tour, mais le voleur avait décidé de vous voler. Eh bien, c'est dommage, il va vous prendre de l'argent. Peut-être que le magicien, à son tour, une fois qu'il va jouer, eh bien, il va vouloir échanger son paquet de cartes, sa main avec vous. Vous voilà, avec un jeu qui est basique, vraiment avec le coup des quartiers pour construire sa cité, mais par contre, la petite chose avec le coup des rôles, vraiment, ça donne une ambiance fabuleuse autour de la table, c'est tout l'intérêt du jeu. Voilà, alors j'espère que je vous ai donné envie de jouer à Citadel, parce que c'est vraiment un grand classique si vous n'y avez jamais joué. Trouvez le moyen de vous le faire prêter ou l'avoir dans une ludothèque, c'est tellement un classique, c'est forcément, vous connaissez forcément quelqu'un qui l'a. Je vous conseille ce jeu. Alors, 4e édition sortie cette année. Rethématisé graphiquement, moi je suis beaucoup moins attiré. Je ne sais pas s'il y a des changements de gameplay par contre. Forcément, ils ont dû en mettre une petite extension supplémentaire. Voilà, c'était Citadel. Et maintenant, on va parler sociofinancement. Allez, on regarde ça tout de suite. Cette semaine, pas de mastodonte, je dirais même des déceptions, car les jeux que j'attendais valent-ils le coup de prendre une version de luxe? Oui, la déluxification parfois mise en avant sur les versions socio-financement ont parfois un intérêt, mais parfois cela va un peu trop loin, à chacun de voir, ou attendre une version boutique. Alors avec Redwood, c'est exactement cela, une version de luxe présentée, belle, oui, néanmoins le jeu peut être pris dans sa version de base. Un jeu de 1 à 4 joueurs, vous êtes un photographe pour immortaliser la nature et les animaux. Le principe du jeu se situe sur une règle acrylique, comme pour un wargame, pour vous déplacer sur le plateau, prendre un angle de vue pour capturer des instants magiques que tout photographe rêve d'accrocher. Le principe est sympathique, mais j'ai un ou deux questionnements purement matériels. La règle acrylique se clip. J'ai peur de la casse, mais juste un demi-cercle aurait suffi. De même, de l'autre côté, pourquoi poser sa figurine sur le côté rond de la règle? Un autre demi-cercle aurait également suffi. Bref, c'est mon côté factuel qui parle peut-être, c'est un détail pour un jeu qui me semble prometteur, mais je reste dubitatif sur l'intérêt de la version de luxe, car je ne comprends pas sur la page ce que l'on a réellement dans la boîte retail. Dommage. The brisk cool of autumn has come, and the forest is readying for winter. In Leaf, players embody the wind and work to prepare the forest for the change in seasons. On your turn, guide a leaf from your hand to the forest. Leaf, encore le thème de la nature, et là vous êtes le vent. Oui, ne me dévisagez pas, c'est vrai, vous allez orienter des feuilles en étant le vent dans ce jeu un peu abstrait avec un design que j'adore. C'est un jeu de Tim Eisner, le designer de Canopy, et qui avait contribué également à Wonderland's War. De 2 à 4 joueurs, les feuilles que vous placerez se connecteront, vous permettant des actions suivant leur couleur. Je trouve ça frais, joli, à creuser. Une version retail à un prix de 40 $ US avec les taxes et les frais de port, c'est un peu cher peut-être pour le matériel. En tout cas, dans la version de base. Si j'étais riche, la version de luxe avec les feuilles en bois serait déjà baquée pour l'objet. Vous pouvez le tester sur Tabletopia et un mode solo a été débloqué dans les stretch goals, un deck qui simule l'automne, un adversaire qui peut en effet vous apporter un challenge solo. The Stifling Dark is a one versus many hidden movement horror board game with an innovative line of sight mechanic for 2 to 5 players.
Stifling Dark, un premier projet, un jeu d'identité cachée, seul contre tous. En effet, de 2 à 5 joueurs, l'un d'entre vous devra jouer le tueur en série qui se déplacera secrètement sur son plateau. Les autres joueurs tenteront de trouver des indices utilisant leurs lampes, dont les batteries s'épuiseront à force d'utilisation. Dans ce jeu encore, une aide en acrylique vous permettra de définir l'orientation de votre lampe pour découvrir les indices. Le principe est intéressant, le jeu attirant, mais la question que je me pose est la rejouabilité. En effet, dans le livret actuel, il n'y a qu'un scénario dans lequel on sait que le tueur placera un indice dans chaque bâtiment. Cela limite en effet la partie recherche pour les héros, à suivre pour les détails sur cette partie, même si le système permet aisément de créer des scénarios différents et donc de placer les indices un peu n'importe où sur le plateau. Le prix est cohérent, forcément, à additionner les frais de port et taxes, bien sûr. Je le rappelle, c'est un premier projet en espérant que l'ambition n'est pas trop grande pour ce nouveau studio. À côté de ces 3 projets, il y a plusieurs petits projets qui se bousculent. Il y a d'abord Donjons et Dragons, et oui, un petit jeu simple d'ouverture de porte, d'exploration et de mémoire pour enfants sur Ulule. Comme souvent, les aventuriers cherchent un trésor caché dans un château, du classique, mais ce coup-ci pour les jeunes. Un jeu qui se veut accessible avec des principes moraux, pas de mort, les monstres sont repoussés, par exemple le vampire part de l'ail, le loup ne vous attaque pas si vous lui donnez du poulet. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit projet sur Ulule, mais accessible, il me semble, uniquement pour la France. Frozen Frontier, un jeu lourd, un jeu euro, avec Frozen Frontier, gestion de zone, gestion de ressources, mais un plateau que je trouve un peu fouillis et sur lequel, à la vue des cercles, je pensais qu'il changerait au fil de la partie pour changer l'expérience de jeu. Oui, j'imaginais que ces cercles allaient tourner. Il n'en est rien, et du coup quelque chose qui paraissait abstrait sur la table, mais qui aurait pu avoir une fonction, eh bien, n'est qu'abstrait. À regarder pour les fans du genre, car le billet d'accès est élevé pour le style à 85 $ US hors taxes et hors frais de port. Rhône Invasion. Alors Rhône était un jeu de deck building et le créateur revient avec un jeu de dice building. Je ne sais pas quoi en penser avec un système novateur de création de dés. Oui, on va pimper ces dés en changeant les bonus sur les faces. Les bonus se vissant. Alors, c'est nouveau et forcément, ça a un prix. Mais en plus, cela tiendra-t-il dans le temps? Je vous laisse apprécier sur la page Kickstarter. Pour compléter, un peu de print and play. Alors avec Rolls and Ghost, avec ses designs cartoon années 30 et dont les règles sont traduites en français. Elles sont d'ailleurs disponibles si vous le désirez. Explorons une maison hantée, récupérons des trésors et attrapons ces maudits fantômes. Il y a également Naturopolis, le nouveau jeu Button Shy, est également disponible pour 3 $ avec les extensions incluses. Une suite de Spropolis et Agropolis que l'on peut toujours trouver à pas cher si vous aimez le style de jeu. Ah, ça fait du bien ce petit vent de fraîcheur dans les portefeuilles lorsque l'on finit avec un print and play, n'est-ce pas? Alors, du vieux du neuf, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, un like, abonnez-vous et à bientôt sur la Société des Jeux.